rejoindre sur Radio J vendredi matin. Et vous le savez, le vendredi, nous retrouvons le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, vous n'avez pas pu passer à côté de ce qui se passe en ce moment dans les universités françaises, Sciences Po Paris et d'ailleurs ce qui se passe aussi dans les universités américaines et maintenant un phénomène qui a pris de l'ampleur en Suisse et dans d'autres pays. Et vous souhaitiez revenir ce matin sur les mains rouges de Sciences Po, Élie. Exactement. Je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé, qui est sans doute l'événement le plus marquant de ces derniers jours, avec ces scènes qu'on a vécues devant Sciences Po dont l'entrée a été barricadée, bloquée avec des poubelles et d'autres choses pour que des centaines d'étudiants d'ailleurs ne puissent même pas entrer pour étudier dans cette école qui fut prestigieuse et dont l'image même est entachée gravement actuellement par une minorité, certes, mais c'est une minorité tout de même radicalisée qui fait énormément de mal à cette école, qui a des partenariats dans le monde entier et qui a donné une image désastreuse effectivement la semaine dernière avec ce qui s'est passé. Je vais revenir sur le symbole des mains rouges, mais effectivement vous avez raison de rappeler, et c'était important qu'on en parle ce matin, ce lien qui a été fait avec ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, avec une radicalisation aux États-Unis, ce qu'on n'aurait jamais cru encore il y a quelques années. Là aussi d'une minorité certes, mais on l'a vu notamment à Columbia, on l'a vu dans des universités où parfois UCLA, Yale. Exactement, 30 000 étudiants peuvent se voir confisquer finalement leurs paroles par une minorité de 1%, 1,5%, 300, 400, 500 étudiants parfois, et donc effectivement là ce qui est inquiétant, ce qu'on a vu et ce qui était très inquiétant, c'est effectivement cette radicalisation, ce fait qu'il n'y ait pas un mot par rapport aux otages, tous les otages qui sont détenus par le Hamas, pas un seul mot, le fait qu'on parle de génocide, on crie au génocide, on crie à Israël assassin, alors même qu'Israël s'est vu, comme on le sait, imposer cette guerre, qu'il n'y a pas un mot pour les massacres du 7 octobre, et qu'effectivement, eh bien, il y a une minorité. Alors, entre associations palestiniennes, récupération politique avant les élections européennes, par quelques élus de la France insoumise qu'on a vu se mettre devant les caméras de télévision face au CRS dans une attitude provocatrice, mais plus gravement encore, on a vu ces images avec ces mains rouges. Et alors, je veux bien que certains aient pris deux prétextes en disant nous, on n'était pas nés en 2000, donc on ne sait pas ce qui s'est passé à Ramallah, alors qu'on sait très bien que c'est une des scènes les plus violentes qu'on ait vues, une des plus terribles qu'on ait vues au cours de ces 20 dernières années. Je le rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, bien évidemment, le 12 octobre 2000, à Ramallah, deux réservistes israéliens deux jeunes qui se retrouvent dans un commissariat, ils se pensent protégés, et effectivement, ils vont être littéralement lynchés par la foule. L'un va être pendu, l'autre va être jeté, battu à mort. Et effectivement, un des assassins va se mettre devant les fenêtres du commissariat et va montrer ses mains ensanglantées, ses mains rouges. Et effectivement, là, cette journée devant Sciences Po, quand on voit tous ces jeunes qui brandissent les mains rouges, quand on sait que dans le même temps, ils se réclament de ce qui se passe aux États-Unis, où les radicalisés aux États-Unis, dans les universités, ont crié « Hamas, on est fiers de toi et il faut que Tel Aviv brûle », eh bien, on peut imaginer cette haine contre la seule démocratie de la région et un pays qui ne voulait rien d'autre le 7 octobre que continuer à bâtir tant que faire se peut, un processus de paix. Voilà. Donc, même s'il y a, évidemment, et c'est important que l'UEJF continue, je sais que vous recevrez Samuel Le Joyeux tout à l'heure, à être dans le débat, et nous continuons toujours à être dans le débat. Mais être dans le débat, c'est ne pas nier les souffrances, évidemment, qui peuvent se produire à Gaza avec cette guerre qui est terrible, mais qui a été engendrée par le Hamas. Rappelez-vous quand il y avait le corridor humain qui partait pour que le maximum de civils quittent la bande de Gaza, pour qu'Israël devant attaquer les leaders du Hamas. Rappelez-vous les membres du Hamas qui tiraient sur la population gazaoui pour ne pas qu'elle puisse partir. Donc, il y a une guerre terrible, mais mettre la responsabilité génocidaire d'Israël tout en se lavant les mains, si j'ose dire, c'est le cas de le dire, des exactions, des horreurs commises par le Hamas encore aujourd'hui contre la population civile, c'est inacceptable et il fallait le dénoncer. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez par ailleurs un livre justement qui est aussi en lien avec toute cette actualité, c'est le dernier Johann Sfar, Nous vivrons. Exactement, je voulais absolument en parler ce matin parce qu'il fait le lien avec cette chronique. Johann Sfar qui a dénoncé ce dont on vient de parler, notamment sur les réseaux sociaux, comme Raphaël Enthoven d'ailleurs, et Johann Sfar qui nous livre ce livre qui est brillant, sur deux grandes parties. Il l'a écrit après le 7 octobre,
C'est un livre, c'est un roman graphique, c'est une enquête. D'ailleurs, c'est sous-titré Enquête sur l'avenir des Juifs. La première partie, plus de 200 pages, se passe en France. C'est la réaction de Johann Sfar, comment il vit l'atrocité du 7 octobre, la résurgence de cet antisémitisme terrible que nous avons vécu dans notre pays. À travers aussi une galerie de personnages qu'il croque à sa manière. Qu'il a rencontré tout au long de ces derniers mois. Sur le vif, exactement. C'est un mélange entre eux. Il a quelques références évidemment dans le livre, du Joseph Kessel d'un côté, du Tintin de l'autre. On voit d'ailleurs des personnages qu'il a rencontrés, même si on le sent évidemment plus proche de Kessel que de Tintin. Mais ce qui est passionnant, c'est aussi la deuxième partie où il va en Israël, où il interroge des membres de sa famille, où il interroge beaucoup de personnalités israéliennes, d'ailleurs des Arabes israéliens qu'il interviewe, même si on comprend quand il écrit ce livre que c'est très dur pour eux de parler, et notamment de parler publiquement, mais il interviewe beaucoup de personnes qu'il connaît, et c'est passionnant. Il rappelle aussi d'ailleurs, quand on parle tout à l'heure de génocide et d'apartheid, que 20% en Israël des habitants sont des Arabes israéliens ou des Druzes qui ont accès aux plus hautes fonctions, qui participent au fonctionnement démocratique de la Knesset. C'est passionnant de bout en bout. Et puis ce que j'aime, je voulais aussi en dire un mot, c'est quelqu'un qui fait parler les vivants et qui a toujours un profond respect pour les morts, notamment les morts de sa famille. Et il a toujours ce respect pour l'âme humaine, qu'elle soit vivante, mais aussi pour les disparus. Et c'est remarquablement dessiné, c'est remarquablement écrit. Et je conseille à tout le monde de lire ce livre qui rappelle des vérités, et beaucoup de vérités dont certains ont oublié aujourd'hui les grandes lignes. Merci beaucoup Élie Korchian. Nous vivrons Johann Sfar. Effectivement, je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat Shalom. Radio J.